Bonjour et bienvenue au Divalto Talk, votre rendez-vous mensuel parlant de technologie, d'innovation et de marketing. Je suis Fabien, je serai votre hôte pour les prochaines minutes. Aujourd'hui, on va parler de l'impact de l'écoute des réseaux sociaux sur les stratégies marketing. On a la chance d'être chez Talkwalker avec Alban Flamand qui est Global Marketing Manager. Bonjour Alban. Bonjour Fabien. Alban, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Bien sûr, je m'appelle Alban Flamand et je travaille maintenant chez Talkwalker depuis maintenant 5 ans, ça passe vite. À l'origine, j'étais plus concentrée sur le marché francophone, que je travaillais création d'événements, création de contenu et bien sûr relations avec les experts du secteur, donc vraiment sur le marché francophone pour promouvoir la marque Talkwalker sur le marché francophone. Et maintenant, je suis en charge de nos programmes marketing globaux, donc on est présent aux USA, en Asie, en Amérique latine et partout en Europe, et donc je coordonne nos activités marketing au niveau mondial. Ok. Talkwalker, aujourd'hui, vous êtes l'une des startups luxembourgeoises les plus dynamiques sur la place, voire la plus dynamique. Vous êtes spécialisé dans l'écoute des réseaux sociaux, donc le social data listening. Est-ce que tu peux me définir le social data listening, s'il te plaît? Bien sûr, on écoute ce qui se dit en fait sur le web et les réseaux sociaux, tout ce qui se dit de façon publique. Donc ça peut être sur Twitter, sur les pages officielles sur Facebook, sur les différents sites d'actu, les blogs, les forums. On collecte toutes ces données publiques et on les analyse, donc par recherche de mots-clés ou par recherche d'images, de logos, etc. Et donc, une marque, mettons Coca-Cola, peut écouter ce que les gens disent sur elle-même, sur ses produits, sur le marché, sur ses concurrents, pour en fait optimiser sa stratégie en fonction. Donc, en termes de protection de leur réputation, en termes de mesure de la performance des campagnes, ou en termes vraiment d'optimisation de l'image de marque et de connaissance du client. Donc, globalement, le social data listening te permet de pouvoir écouter un ensemble d'éléments autour de toi et de te positionner sur une marque, donc de voir sur une stratégie de marque, de t'accompagner par exemple. Tout à fait. Et donc on regarde tous les différents canaux qui peuvent exister, donc qu'il s'agisse vraiment du volet pur réseaux sociaux ou bien des sources plus traditionnelles comme les médias en ligne ou même les médias presse écrite, TV, etc. On rassemble toutes ces infos sur la même plateforme et on analyse en fait son positionnement en fonction. Donc vous analysez via des graphiques, via des éléments que vous pouvez remonter, des articles, etc. C'est bien ça? C'est ça, donc nombre de mentions, engagement, les thèmes qui ressortent le plus, qu'il s'agisse de célébrités, qu'il s'agisse de hashtags, qu'il s'agisse de toutes sortes de choses. On a toutes sortes de visualisations pour voir l'évolution de ces mentions dans le temps, peut-être les éléments à souligner, analyse de sentiments, etc. Il y a beaucoup d'indicateurs, c'est très riche et en fait on se rend compte que nos clients l'utilisent un petit peu de façon différente en fonction de leur cas d'usage. Donc ça varie un petit peu, mais il y a beaucoup de possibilités en effet. Si maintenant on prend cette écoute des réseaux sociaux et tous les éléments que tu peux nous donner, on essaie de les insérer dans une stratégie marketing. Ça semble un peu flou parce qu'au final, c'est énormément d'éléments. Surtout les réseaux sociaux, on voit que l'impact des réseaux sociaux, c'est des milliards et des milliards d'utilisateurs, et on voit qu'il y a tellement de canaux différents. Aujourd'hui, pour toi, comment tu insérerais une stratégie d'écoute des réseaux sociaux dans une stratégie marketing d'entreprise? De un, il y a un monitoring constant en fait, de ce qui se passe par rapport à la marque. Donc, je vais prendre même notre équipe marketing ici chez Talkwalker. On utilise Talkwalker, notre outil, pour voir concrètement comment notre part de voix évolue sur les différents marchés où on est présent. Et donc ça, on a des rapports qui arrivent de manière automatisée à la fin de chaque mois. Chaque lundi, on reçoit également un rapport de ce qui se passe sur nos différents réseaux sociaux, donc en termes de canaux propres. Donc comment est-ce que nos comptes Twitter sur les différents marchés fonctionnent en termes de fréquence de posts, en termes d'engagement, en termes de messages, en termes d'influenceurs qui ressortent, etc. Donc ça, c'est une façon. Mais nos clients l'utilisent de plein de façons. On a par exemple une marque de pizza qui nous a vraiment utilisé pour la recherche du marché, pour essayer de définir en fait où ils pouvaient aller en Europe, où ils allaient ouvrir de nouvelles locations. En fait, en allant écouter ce que les gens disaient dans les différentes villes qui les intéressaient, sur les pizzas, comment ils parlaient des pizzas, leurs ingrédients favoris, la façon dont ils consommaient les pizzas, les boissons qu'ils buvaient avec ces pizzas, pour vraiment comprendre quelle serait la ville qui était la plus compatible avec l'ADN de leur marque. Donc il y a 20 000 façons d'utiliser le social listening. En fait, ça dépend toujours des questions que vous posez. Par rapport à votre marque, ça vous permet d'affiner votre communication, vos campagnes, tout ce que vous faites. Donc ce que tu dis en fait par rapport à cet exemple de marque de pizza, c'est qu'aujourd'hui vous avez été capable d'accompagner cette marque pour pouvoir les aider à se positionner sur une ville versus, je sais pas, une boisson ou une situation par rapport à ce que les personnes autour de la marque pouvaient poster, autour de la pizza pouvaient poster. C'est ça. Donc à Nice, on ne mange pas des pizzas de la même façon qu'à Varsovie par exemple. C'est génial. Donc il y a des particularités. Les gens, à Varsovie, j'imagine qu'ils les mangeront plus en intérieur, par exemple, par rapport à Nice où il y a l'aspect terrasse qui est incontournable. Peut-être qu'il y sera de la bière d'un côté et un apérol de l'autre. Et ça, il faut le savoir, il faut le connaître.
Et encore plus aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir le même produit partout. Il faut customiser par rapport à ce que les consommateurs attendent. Et donc, vraiment, on va vers cette tendance dans la personnalisation, la connaissance du client, et vraiment comprendre comment les gens vivent votre produit, en fait, ou vos services. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a presque une vie secrète des marques, surtout, et qui ressort encore plus aujourd'hui qu'il y a les réseaux sociaux. Parce qu'on voit la façon dont les gens vraiment font l'expérience du produit, à l'inverse de la façon dont la marque veut qu'elles vivent leur produit. Par rapport à cette expérience, justement, dont tu faisais référence, on parle beaucoup de customer experience aujourd'hui. J'ai l'impression que en fait, le social listening et la customer experience sont extrêmement liés au final, puisque vous avez des points qui sont communs, j'imagine. C'est un peu la même démarche en fait, parce qu'on veut vraiment écouter ce que le consommateur dit pour fournir des meilleurs services, des meilleurs produits. Et donc, on a de plus en plus de demandes justement de pouvoir centraliser. Donc, les réseaux sociaux, c'est vraiment une petite partie de ce qu'on fait en termes de sources de données. Et on se rend compte que, surtout pour les plus grandes boîtes, qu'ils prennent toutes les données clients, consommateurs qui sont déjà en interne, donc tout ce qui est peut-être les données call center, les emails, les chats, etc., qui sont avec leurs clients. Ils les les amènent sur une plateforme comme Talkwalker, en plus de toute la partie média, de toute la partie réseaux sociaux, etc., pour comprendre vraiment comment les gens interagissent avec eux sur toutes sortes de canaux différents, sur tous leurs touchpoints en fait, pour vraiment pouvoir avoir toutes ces données en un seul endroit et prendre des décisions en conséquence. Ok, donc c'est vraiment un aide à la décision stratégique au final. C'est comme ça que tu l'insères dans une stratégie marketing. Tout à fait. Donc, par exemple, pendant une campagne, ça peut vouloir dire, bon ben voilà, on se rend compte que c'est ce message-ci qui fonctionne particulièrement sur Twitter, donc peut-être que ça vaut la peine, organiquement il fonctionne bien, peut-être qu'on rajoute de l'argent au niveau ad pour que ça ait encore une plus grande portée. Ou bien, tiens, sur ce marché-là, justement, notre campagne ne marche pas bien alors que sur tous les autres marchés, on est à 120%. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut optimiser? Ça ne veut pas dire changer tout l'axe de la campagne, mais c'est trouver en fait ces petits leviers d'optimisation qui peuvent vous aider à aller plus loin. Et justement, sur les leviers, aujourd'hui, tu peux nous parler des tendances 2020. Je sais que vous avez fait un rapport avec HubSpot. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces tendances qui s'affichent sur les marchés internationaux et français, bien évidemment? Tout à fait. Donc, c'est quelque chose qu'on fait depuis, ça fait 5 ans que je suis chez Talkwalker et c'était la 5e édition, là, juste au tournant de l'année. Et donc, chaque année, on demande à notre réseau d'experts, en fait. Donc, en France, c'est des personnes comme Isabelle Mathieu, Anthony Rochant, Jonathan Chan, Fabienne Villa, de nous aider à définir en fait les tendances à surveiller l'année prochaine. Donc là, c'était les tendances pour 2020. En tout, on a eu plus de 50 experts au niveau mondial qui nous ont rejoints dans cet exercice, qui nous ont fourni leurs commentaires. Et on a identifié 8 grandes tendances. Bon, je ne sais pas si je pourrais toutes les mentionner aujourd'hui, mais on va peut-être commencer à en discuter nous deux. La première, bien sûr, et c'est quelque chose qui est récurrent en soi, c'est l'émergence de nouvelles plateformes, et notamment l'émergence de TikTok comme un réseau social intéressant en 2020. Donc, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à TikTok. Donc, c'est déjà un réseau social où on a 500 millions d'utilisateurs mondiaux qui y vont tous les mois. Okay. En France, c'est aussi déjà le cas. Il y a des millions de likes sur les vidéos TikTok. Il y a des millions de créations de vidéos TikTok juste en 2019, pardon, excusez-moi. On est un peu revenu au début de Facebook. C'est ça, tout à fait. Plus que TikTok. Et en fait, ByteDance, qui accompagne d'ailleurs TikTok, a ouvert des bureaux en France d'ailleurs, et a ouvert en novembre notamment sa plateforme à des annonceurs français. Donc d'où l'intérêt pour les marques françaises de regarder vers TikTok en 2020. Non pas seulement parce qu'il faut absolument avoir un compte sur TikTok, parce que je pense que ça vaut peut-être la peine de se poser la question, mais il y a des marques qui se diront que non, c'est pas intéressant pour elles parce que ça correspond, enfin même en termes d'audience. En termes d'audience, c'est surtout des jeunes utilisateurs, peut-être que ça ne correspond pas. Mais par contre, on se rend compte que les vidéos TikTok ressortent même sur Twitter et d'autres plateformes comme les contenus les plus engageants. Donc ce qui est intéressant dans l'émergence de ces nouvelles plateformes, c'est que ça traduit en fait l'évolution des usages et le type de contenu que les marques doivent créer pour engager leur audience en fait. Donc c'est là que c'est intéressant et c'est là qu'il faut, c'est un truc à garder en tête en 2020. Il faut regarder ce qui se passe dans ces nouvelles plateformes et ça peut informer la façon dont vous créez du contenu, même sur d'autres canaux. Oui, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'au final, tu te dis la création d'un contenu sur TikTok, qui à la base est un réseau social où les jeunes, parce que c'est quand même beaucoup plus jeune en termes d'audience, reprennent des danses et de la musique et dansent sur leur musique. C'est vraiment des micro-influenceurs. Est-ce qu'au final, ce n'est pas une tendance aussi, tout ce qui va être micro-influence? Si, bien sûr. Enfin, on a vu en 2019, il y a un peu de méfiance en fait vers les macro-influenceurs, les grandes célébrités, etc. Donc on a notamment vu le Fire Festival revenir au devant de la scène avec les documentaires de Netflix et de Hulu sur la question, donc où c'était un petit peu
un événement qui a été créé grâce à des influenceurs, mais à la fin, il n'y a pas eu de substance et les gens se sont retrouvés bloqués sur une île aux Bahamas. Il y a eu aussi l'exemple de cette influenceuse au Moyen-Orient qui n'a pas réussi à vendre une vingtaine de t-shirts à sa communauté de 2 millions d'abonnés. Donc il y a eu des fails un petit peu qui ont poussé les marques à remettre en question un petit peu leur relation avec les influenceurs. Et c'est toujours le souci, parce qu'on avait fait notamment une étude en 2019 là-dessus, et on se rendait compte que les professionnels du marketing et des relations publiques étaient intéressés par le marketing d'influence. Ils voulaient travailler plus avec les influenceurs, ils voulaient tous, enfin une grande majorité, plus de 67%, voulaient augmenter leur budget en 2019 pour tout ce qui était marketing d'influence. Mais en même temps, ils ne savaient pas comment mesurer l'impact de ces actions. Donc c'est un peu paradoxal, c'est un peu on investit et on prie, quoi. Oui, c'est ça. Tu n'as pas une valeur de ROI derrière que tu peux positionner et dire j'investis 1, j'ai un ROI de 10. Ça ne fonctionne pas. C'est compliqué à suivre, et surtout quand on a des communautés aussi grandes que Ronaldo, par exemple, Cristiano Ronaldo, c'est très très dur à cibler. Donc c'est là qu'on voit les micro-influenceurs être plus intéressants, en fait, parce qu'on va vers des communautés beaucoup plus ciblées, beaucoup plus niches. Donc ça peut être des mamans qui aiment bien tricoter, ça peut être... en fait, c'est en général des communautés de quelques milliers d'abonnés. Enfin, ça dépend bien sûr en fonction du secteur, parce qu'on me demande toujours, un micro-influenceur, c'est combien d'abonnés exactement? Ils définissent ça à 10 000, non? Moi, je ne suis pas très d'accord avec ces mesures, parce que si on parle, par exemple, du secteur de la chimie ou du secteur industriel, on va aller faire des communautés beaucoup plus ciblées. Même chose si vous êtes une entreprise B2B, par exemple, ça va être en général des communautés beaucoup plus ciblées. Et si on va vers des secteurs comme le luxe, ça ouvre beaucoup plus. Donc ça dépend vraiment du secteur. Ce qu'il faut garder vraiment, c'est le taux d'engagement. C'est ça qui est intéressant. C'est dire, même si c'est une communauté de 1000 abonnés, quel est le taux d'engagement par poste, le taux d'engagement moyen par poste. Est-ce que tu as des tendances qui se dégagent versus des secteurs d'activité? Parce que tu parlais de l'industrie, tu parlais de la chimie, etc. Est-ce que tu as des tendances spécifiques qui se dégagent versus les secteurs d'activité à date? On en parlait tout à l'heure. Ce qui est intéressant de voir, c'est que de plus en plus, même dans l'industrie, ils vont vraiment chercher ce que les clients pensent. Donc parce qu'ils ont tout un réseau de partenaires, et donc ils essaient de comprendre comment les gens utilisent les choses. Donc même pour quelque chose comme un smartphone, ils essaient vraiment de comprendre la façon dont les gens parlent de ce type de produit pour créer des meilleurs produits. Donc même au niveau recherche et développement, comprendre ce qu'ils veulent et comprendre comment ils peuvent vraiment améliorer le produit fini chez les consommateurs. Donc je pense qu'il y a vraiment de plus en plus, ils sont de plus en plus obsédés par le client final, même s'il est à plusieurs niveaux en bas de la chaîne. Je lisais un article il y a quelques temps sur l'industrie où en fait ils expliquaient qu'il y avait différentes révolutions industrielles, donc on les connaît jusqu'à la 4.0, aujourd'hui on rentre dans l'industrie 4.0 pour rester sur ce domaine d'activité. Mais tu as aussi un rapport qui a été fait, je crois que c'est l'industrie du futur qui a fait ce rapport, je ne suis pas sûr, qui indique qu'on est dans la 5e révolution industrielle du commerce, où justement le B2B et le B2B industriel va utiliser de plus en plus les réseaux, va utiliser de plus en plus le e-commerce. Est-ce que ça se dégage comme une tendance? Est-ce que vous, chez Talkwalker, vous avez justement de plus en plus de clients industriels, par exemple, ou de plus en plus de clients B2B? Honnêtement, on se dit que, bien sûr, le B2C, c'est nos clients naturels, mais aussi bien, on a de plus en plus de clients B2B, bien entendu. Mais on se rend compte que de plus en plus, ils essaient de rationaliser, donc c'est de plus en plus grands groupes, donc qui ont différents facteurs. Et donc on a même qui vont jusqu'à connecter leur web analytics sur les plateformes, qui vont jusqu'à connecter vraiment toutes les données qu'ils peuvent avoir accès en interne pour vraiment comprendre l'impact sur les ventes à la fin. Donc quelles que soient les ventes finales, tout le monde a des questions de réputation, par exemple, dont ils doivent se préoccuper. Et ces questions de réputation ont souvent un impact qu'on peut retracer jusque vraiment l'impact sur les ventes ou l'évolution du chiffre d'affaires de la compagnie. Donc oui, on a de plus en plus de ces clients. Et parfois, c'est même à la limite des marques qu'on découvre qui ont 3000 employés quelque part en Allemagne, disons. Et on ne connaît pas ces marques, mais ce sont des énormes boîtes qui fabriquent des petites choses, des chargeurs USB qu'on ne connaît pas en fait. Parce que ce sont tellement des objets du quotidien. Mais oui, on a ce type de clients de plus en plus. Je vais revenir sur les tendances, juste pour avancer encore un petit peu. Donc, tu me disais qu'il y avait 8 tendances au global, on en a cité 2. Est-ce que tu peux m'en citer encore 3? Allez, comme ça on sera à 5. Encore 3, très bien. Une autre tendance, c'est la notion de bien-être sur les réseaux sociaux. Donc, on voit de plus en plus des termes comme digital detox ou bien digital diet, donc le régime digital, apparaître. Donc, ça, c'était une tendance qu'on a vraiment vue juste en termes de mention pure en 2019.
Et ça traduit en fait un changement dans les usages des réseaux sociaux où les gens sont plus prêts à passer, ils sont prêts en tout cas à passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Et donc ça a un impact à pas mal de niveaux sur les marques. Donc d'abord en termes des utilisateurs, on a vu que des plateformes, même comme des grandes plateformes de réseaux sociaux, donnent de plus en plus d'indicateurs à leurs utilisateurs par rapport au temps qu'ils passent là-dessus. Et donc ça veut dire que pour les marques, tout le temps qu'on demande aux gens à passer en relation avec notre contenu doit être qualitatif. Bien sûr. Et donc, on ne peut pas leur demander de passer 1 heure à lire notre contenu si ça n'a pas vraiment une valeur ajoutée. Et donc, à la fin, c'est un petit peu la même règle pour tout le monde, c'est produire moins, mais de meilleure qualité. Donc ça, je pense que c'est une tendance intéressante qui doit certainement inspirer donc, la stratégie de contenu, par exemple, des marques en 2020. Une autre tendance, c'est tout ce qui est contenu généré par les utilisateurs, donc, qui est vraiment en train d'exploser pour le moment. Et à la limite, les marques produisent moins, mais sont plus à la recherche de réutiliser en fait le produit tel qu'il est vécu, encore une fois, par l'utilisateur, et à créer même des campagnes qui suscitent la création de ce type de contenu. Donc ça peut être, je sais que Calvin Klein a fait quelque chose qui s'appelait My Calvin, donc, où les gens se prenaient en photo avec, donc, voilà, en mettant en scène voilà, leur Calvin, etc. Et donc ça fait des campagnes monstrueuses. Et ça fonctionne assez bien, notamment sur TikTok. Et TikTok, notamment, a ses #challenge, où parfois c'est sur la journée de la licorne, parfois il y a des marques comme il y a des marques de luxe qui s'en emparent également récemment. Et donc c'est toute cette recherche, c'est comment est-ce qu'on crée l'intérêt des consommateurs, comment est-ce qu'on les engage directement dans nos campagnes. On va revenir juste un peu sur des cas un peu plus, je veux dire, terre à terre et réels, au-delà des marques type Calvin Klein, etc., qui sont des marques de luxe. Aujourd'hui, moi, je suis éditeur de logiciels. Quelle pourrait être mon utilité d'avoir Talkwalker chez moi et de faire du social listening? Quelle peut être ma finalité? Est-ce que ça va me servir dans une veille concurrentielle, dans un benchmark? Est-ce que ça va me servir dans une écoute globale de ma marque? Comment tu peux le définir versus vos clients? Comment vous l'utilisez? Quelle est l'utilisation vraiment de ce social listening dans ces stratégies marketing pour revenir vraiment sur le démarrage? Donc il y a plusieurs facteurs vraiment. Bon, le premier grand cas d'usage, on va dire, dans lequel on va assembler beaucoup de choses, c'est vraiment la protection de la réputation de la marque. Donc comprendre comment on parle de moi par rapport à la concurrence certainement, comprendre quelle est la présence dans différents marchés et sur quels canaux. Donc est-ce qu'il y a des canaux sur lesquels je ne suis pas présent et où je devrais être parce que c'est là que mes clients sont. Donc c'est vraiment protection de la marque, comment est-ce qu'on parle de moi et comment est-ce que je peux potentiellement identifier des risques de crise par exemple, ou si on ne réagit pas assez vite, on passe à côté, ou bien même en termes de gestion de crise, s'il y a une crise qui est en cours, comment ça se passe sur chaque marché potentiel, etc. Donc vraiment, gestion de réputation, c'est un énorme cas d'usage pour nous, y compris pour un éditeur logiciel comme Talkwalker par exemple. Deuxième grand cas d'usage, c'est vraiment tout ce qui est mesure de la performance, mesure des campagnes, etc. Donc encore une fois, prendre l'exemple de l'équipe marketing chez Talkwalker, on utilise notre outil pour mesurer la façon dont une campagne performe sur différents marchés, sur différents canaux, quels sont les messages qui ressortent, comment on évolue par rapport à nos objectifs. Donc dans ce cadre-là, on va vraiment chercher toutes les datas, aussi bien Web Analytics, même création de leads, etc. pour comprendre là où on investir plus d'efforts, plus d'argent, ou même arrêter une campagne si elle ne fonctionne vraiment pas, parce que parfois ça peut être la conclusion. Donc vraiment, gestion de la performance, sur quoi est-ce qu'on bosse et quels sont les résultats. Et puis finalement, c'est meilleure promotion de la marque et écoute du client. Donc écoute du client, écoute des consommateurs. Donc pour nous, tout se retrouve dans ces trois grands axes. Après, on pourrait aller plus en détail et parler de gestion des influenceurs, recherche de tendances, etc. Mais généralement, on est vraiment dans protéger ma marque, mesurer ma performance et optimiser mon image. Justement, on va rester sur trois. Est-ce que tu peux nous donner 3 tips, donc 3 astuces pour optimiser au maximum l'utilisation sur les réseaux sociaux, que ce soit des canaux, que ce soit des campagnes? Vraiment, quelles seraient les 3 astuces que tu donnerais pour être vraiment productif si tu étais une marque? Numéro 1, faire un audit. Je pense que c'est toujours faire un benchmark au début, c'est toujours une bonne chose. Donc comprendre là où on est présent et là où on ne l'est pas. Où sont mes concurrents? Est-ce qu'il y a des comptes oubliés? Parce que c'est souvent, dans l'équipe marketing, il y a quand même beaucoup de turnover généralement. Et donc parfois, il y a des comptes abandonnés. Et il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est souvent un des premiers points de contact avec votre marque. Donc que vous soyez B2B ou B2C d'ailleurs, les gens vont souvent aller vous chercher sur les réseaux sociaux, vos futurs employés vont vous rechercher sur les réseaux sociaux. Donc assurez-vous que vous n'ayez pas des comptes morts ou avec du contenu totalement
dépassé qui est là. Donc numéro 1, l'audit. Numéro 2, mettez une alerte, même une alerte gratuite sur votre marque. Il y a beaucoup de possibilités à ce niveau-là. Et ça vaut la peine de juste comprendre, même si ça reste un échantillon de données, comment les gens parlent de votre marque au quotidien. Et être alerté, c'est vraiment un pic. Et ça peut être fait avec quelque chose d'aussi simple qu'une alerte gratuite. Et puis, finalement, oui, aller chercher, si ce n'est pas à travers un outil listing comme Talkwalker, aller chercher ce que disent, aller chercher des retours clients. Parce que c'est ça qui doit informer votre stratégie, c'est ça qui va définir vos personas. Et c'est là que vous allez vraiment être efficace et avoir une valeur ajoutée dans votre communication. Merci Alban, merci beaucoup pour l'ensemble des informations. Merci, Donc comme on l'a vu pour le social listening, ce qui va être important, c'est vraiment l'ensemble des informations que vous allez capitaliser, que vous allez analyser et surtout que vous allez chercher à rendre performantes. Bien évidemment, il y a des audits qui doivent être mis en place, il y a des outils qui doivent être amenés. L'objectif, c'est vraiment d'être le plus performant possible sur vos réseaux sociaux et de donner le message le plus clair. Merci encore à Alban, merci à Talkwalker de nous avoir accueillis. Merci à Yeti qui est leur mascotte, je le précise aussi puisqu'il était avec nous. Et au mois prochain. À bientôt. Merci, au revoir.